Les promesses ont été ajoutées au JavaScript afin d'éviter les problèmes de lisibilité et de compréhension auxquels on peut être confronté lors de l'utilisation des callbacks, notamment lorsque le code devient complexe et que l'on ne suit pas certaines pratiques visant à éviter l'enchevêtrement de callback, appelé le callback hell. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les async await qui forment un ensemble de deux mots-clés permettant d'améliorer la syntaxe d'écriture du code asynchrone en utilisant une structure de code semblable à celle d'un code synchrone. Les async await reposent sur les promesses, donc une bonne compréhension des promesses est nécessaire pour suivre cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous recommande de regarder la vidéo précédente de cette série qui traite des promesses. Comme cas d'étude, supposons que nous disposons de deux serveurs vers lesquels nous effectuons des requêtes pour récupérer deux nombres. Le premier nombre représente l'indice d'une lettre de l'alphabet. Comme nous avons 26 lettres dans l'alphabet, la valeur sera donc comprise entre 0 et 25. Le deuxième nombre représente simplement un nombre compris entre 0 et 100. Après la récupération du premier nombre, c'est-à-dire le nombre correspondant à l'indice d'une lettre de l'alphabet, nous procédons à la récupération de la lettre correspondante. Nous procédons ensuite à la deuxième requête pour récupérer le second nombre, qui est une valeur comprise entre 0 et 100. Nous procédons ensuite à la concaténation de ces deux valeurs, c'est-à-dire la chaîne de caractères et le nombre compris entre 0 et 100, afin d'afficher un identifiant à l'utilisateur. Comme exemple, si le premier serveur nous renvoie l'indice 0 et le deuxième serveur nous renvoie la valeur 46, alors le résultat issu de la génération de l'identifiant sera A46. Et si le premier serveur nous renvoie par exemple la valeur 25 et le deuxième serveur nous renvoie la valeur 37, alors le résultat sera Z37. Nous avons ici deux fonctions qui se basent sur l'utilisation des promesses pour simuler l'appel vers ces deux serveurs que nous venons de décrire. Donc la première fonction fetch_char_index nous permet de récupérer un nombre aléatoire qui est comprise entre 0 et 25, de sorte à pouvoir utiliser ce nombre plus tard pour récupérer le caractère correspondant à ce nombre dans la chaîne que nous avons ici. Donc ça veut dire que si nous avons comme valeur aléatoire retournée, que cette valeur correspond à 0, cela va nous permettre de récupérer A. Et lorsque nous avons comme valeur aléatoire retournée par cet appel qui nous retourne 25, ça va nous permettre de récupérer la valeur Z ici. Donc nous avons la deuxième fonction fetchDigit qui nous permet, elle, de simuler l'appel vers le deuxième serveur et qui nous permet de récupérer un nombre entre 0 et 100. Donc si nous regardons, nous nous intéressons aussi au contenu de ces fonctions. Donc on voit que la fonction fetch_char_index qui permet de simuler l'appel vers le premier serveur retourne une nouvelle promesse qui est résolue après 3 secondes. Donc cela peut permettre de simuler que l'appel a pris 3 secondes pour s'exécuter. Donc on voit qu'on se base ici sur une fonction getRoundInt, c'est-à-dire une fonction utilitaire qui nous retourne un nombre compris entre 0 et une valeur maximale. Donc ici on lui passe la valeur 25 pour générer un nombre qui est compris entre 0 et 25. Donc ça veut dire que ce code va retourner un nombre aléatoire après 3 secondes et se base sur une promesse. Donc ça veut dire que le retour ici est une promesse de nombre. Donc si nous intéressons à la seconde fonction, donc pareil, cette fonction se base également sur une promesse. Donc la fonction utilise la même fonction getRoundInt ici qui nous permet de récupérer plutôt un nombre compris entre 0 et la valeur maximale qui est 100 ici. Donc ça veut dire que la valeur qui sera retournée ici sera la valeur générée ici, c'est-à-dire la valeur 100 la valeur aléatoire comprise entre 0 et 100. Donc ici, il manque le val ici, on doit passer cette fonction, on doit passer la valeur récupérée ici au resolve afin de le récupérer de l'extérieur. Donc voilà rapidement pour le contenu de ces deux fonctions. Donc si nous nous intéressons maintenant au code, supposons maintenant qu'avec ces connaissances ou avec nos connaissances actuelles, c'est-à-dire les connaissances sur les promesses, on nous demande d'écrire le code de manière à récupérer d'abord l'indice du caractère de façon aléatoire, puis de récupérer la lettre correspondante et enfin de récupérer le nombre pour au final afficher le test correspondant à la concaténation de la chaîne de caractères puis du nombre récupéré. Et tout cela en partant du code que nous avons ici. Donc ça veut dire que ce code s'attend à retourner une promesse de sorte que après l'exécution dans notre console qu'on affiche ici random value qui va correspondre à la valeur par exemple A25, A47, tout ça. Donc ici on s'attend à ce que après l'implémentation que nous réaliserons ici que
l'exécution de ce code nous retourne la valeur correspondant à la valeur générée. Donc si nous regardons encore un peu le code ici, nous avons également un to-do ici dont le but est de produire de façon aléatoire des erreurs afin de gérer ou de voir le cas de gestion de l'erreur également. Donc j'ai désactivé cette partie pour le moment. Nous allons nous focaliser sur l'écriture du code en utilisant les promesses pour pouvoir atteindre l'objectif. Afin de vous plonger davantage dans le contexte et mieux appréhender le problème, je vous invite si possible à mettre la vidéo en pause et à tenter d'écrire ce code par vous-même avant de poursuivre. Cela vous aidera à mieux saisir l'intérêt des anciens cahuètes. Nous allons maintenant essayer ensemble de mettre en place la solution en utilisant les promesses, puis nous allons réécrire la solution en utilisant les anciens cahuètes pour voir la différence ou l'avantage qu'apporte l'utilisation des anciens cahuètes. Donc ici, vu que la fonction ici, remarquons qu'en se basant sur le code de test ici, on voit que le async random char digit s'attend, ou plutôt on attend que cette fonction ici nous retourne une promesse. C'est pourquoi nous avons des den et des cat ici. Donc ici, nous allons commencer par faire un return ici. Donc on nous dit que la première chose à faire, c'est de faire appel au premier serveur. Donc je peux réduire ça en attendant. Donc nous faisons appel au premier serveur pour récupérer le premier index qui correspond à l'index de la lettre de l'alphabet. Donc on fait ici un fetch index. On fait un den ici pour pouvoir accéder à la valeur de l'index. Donc je vais appeler ça index simplement comme ça. Je mets ici char index si je veux être plus précis. On fait ici char index. Donc nous allons utiliser cette valeur pour pouvoir récupérer dans le tableau que nous avons ici la valeur correspondant à la lettre en question. Donc on va juste faire ici const. Donc on va dire que notre caractère correspond à la valeur alpha. Donc là on vient de récupérer la valeur correspondant au caractère, donc le caractère aléatoire en question. Donc suite à cela, nous devons maintenant refaire un appel maintenant vers le second serveur. Donc ici, cela correspond au fetch digit. Donc je copie ça. Donc on fait également un den ici. Donc la valeur récupérée ici va correspondre à un digit. Donc on fait pareil là. Donc à l'intérieur ici, je vais procéder à la concaténation des deux valeurs qui va correspondre au résultat final. Donc je peux faire ici const result. Donc je crée une chaîne de caractères ici qui va correspondre à la concaténation de ces deux valeurs. Donc je vais juste procéder à la concaténation de ces deux valeurs. Donc ici, je mets d'abord ma chaîne de caractères suivie de la valeur que j'ai récupérée qui correspond au digit. Donc je peux ensuite retourner cette valeur qui sera le résultat final. Donc je fais ici le return results. J'enregistre tout cela. Je vérifie encore une deuxième fois. Donc là, je prends la valeur, je fais appel au premier serveur, la valeur récupérée, je l'utilise pour récupérer ma chaîne de caractères. Je fais appel au second serveur, je récupère la valeur que j'utilise pour calculer mon résultat et je retourne le résultat. Donc nous allons retourner au navigateur et procéder à l'exécution de ce code pour voir ce que ça donne. Donc j'actualise ma page, donc on voit que la simulation se passe bien, c'est-à-dire qu'on prend du temps avant de faire les requêtes. Et là, j'ai la valeur random qui est T30. Donc cela correspond au résultat escompté. Donc je fais encore le test une fois. Et là, j'ai P13. Donc là, c'est le code écrit en utilisant les promesses. Donc c'est quelque chose dont vous êtes capable si vous avez suivi la précédente vidéo de cette série. Donc si nous remontons ici et que nous procédons maintenant à la désactivation de ceci, c'est-à-dire que nous déclenchons une erreur pour simuler que une erreur peut se produire du côté du serveur. Donc ça veut dire que le code de gestion d'erreur
pourra également bien fonctionner, en espérant que de façon aléatoire, qu'il y ait une erreur qui se produise par exemple. Donc on voit bien que nous avons error, unexpected error. Donc ça veut dire que ce code fonctionne également dans le cas où il y a une erreur qui se produit de façon aléatoire. Donc nous avons le unexpected error que nous avons émis ici qui est retourné. Donc si je fais encore des tests une fois, en supposant que cette fois, on n'aura pas d'erreur, il y a toujours une erreur, vu que les appels se font de façon aléatoire, ou que les normes sont générées de façon aléatoire, il se peut qu'on tombe toujours dans ce cas ou pas. La condition qui est ici peut... Ok, donc là on tombe maintenant dans un cas où on a une valeur. Donc le code nous permet de gérer à la fois le cas d'erreur et le cas de réussite. Donc le code final de réalisation ou d'implémentation correspond à ce que nous avons ici. Malgré l'utilisation des promesses pour résoudre ce problème comme nous l'avons ici, après une petite analyse de ce code, vous conviendrez avec moi que la compréhension du code demandera quand même un peu de temps ou de réflexion par rapport à un code effectuant la même tâche de manière synchrone. Donc c'est-à-dire en utilisant une séquence synchrone. Parce que là, pour comprendre le code, donc du coup il faut savoir qu'on fait d'abord la requête, on attend le résultat. Et c'est à l'intérieur ici qu'on doit s'assurer de faire le second appel. De sorte que l'appel se déclenche seulement après avoir effectué la première requête. Imaginez maintenant si nous pouvons écrire ce même code en utilisant une syntaxe synchrone qui nous permet de lire facilement le code de façon séquentielle, c'est-à-dire ligne après ligne, sans avoir à chercher à comprendre comment le code est enchaîné en utilisant les den comme nous l'avons ici. Et c'est là qu'entrent en jeu les async await. Nous allons maintenant découvrir les async await et réécrire ce code plus tard en les utilisant. Donc nous allons laisser ce code ici tel quel, essayer de découvrir les async await et revenir pour résoudre le problème, ce même problème, mais en utilisant les async await pour voir la différence au niveau de la syntaxe. Lorsqu'on parle en JavaScript d'async await, comme nous l'avons ici, la première chose à savoir, c'est que c'est une combinaison de deux mots-clés. Nous avons le mot-clé async et le mot-clé await. Et afin de mieux comprendre les choses, nous allons étudier séparément ces deux mots-clés. Nous allons donc commencer par le mot-clé async qui permet de créer une fonction appelée fonction async, c'est-à-dire async function en anglais. Donc pour déclarer une fonction async, il suffit de faire précéder le nom de la fonction par le mot-clé async comme nous l'avons ici. Donc nous avons ici quelques syntaxes qu'on utilise dans la pratique, donc la syntaxe de déclaration d'une fonction async, la syntaxe de déclaration d'une fonction, d'une expression de fonction async, et enfin la syntaxe de déclaration d'un arrow function qui est une async function. Donc les choses importantes à noter ici, lorsqu'une fonction est marquée comme async, cela indique implicitement que la fonction retourne une promesse. Donc même si nous n'avons pas un retour explicite ici, qui dit return promise par exemple, il faut quand même savoir que le retour de la fonction sera wrappé par une promesse avant d'être retourné. Donc une fonction décorée ou une fonction précédée de async comme ça, indique que la fonction retourne implicitement une promesse et qu'à l'intérieur de cette fonction, on peut utiliser le mot-clé await que nous verrons en seconde position. Nous allons donc réaliser quelques exemples pour mieux comprendre l'utilisation du mot-clé async. Donc nous avons ici un premier exemple qui se base sur l'utilisation du async. Donc si nous analysons un peu le code que nous avons ici, nous retournons juste une valeur qui correspond à un nombre. Mais nous avons vu tout à l'heure que lorsqu'on écrit, on marque une fonction comme étant une fonction async, cela veut dire que la valeur retournée par cette fonction est une promesse. Donc cela veut dire que le code que nous avons écrit ici correspond à ceci, ce que nous avons ici. C'est comme si on écrivait ici explicitement return promise resolve de la valeur que nous avons là. Donc ce que nous avons ici, le return que nous avons écrit ici, sera wrappé dans une promesse avant d'être retourné. Parce que le async, lorsque une fonction est marquée comme async, implicitement cette fonction doit retourner une promesse. Donc ça veut dire que lorsque nous exécutons ce code dans le navigateur, du coup on aura le résultat 473 parce que cette fonction, même si elle ne retourne pas directement ou explicitement une promesse, vu qu'elle est marquée comme async, l'interpréteur ou notre environnement d'exécution du JavaScript doit faire en sorte que cette valeur sera wrappée dans une promesse. Donc si je retourne au navigateur et que je procède à l'exécution de code,
Donc on voit qu'on a la valeur 473 qui correspond à la valeur qui est ici. Donc ceci est issu de l'exécution de ce code que nous avons là. Donc nous avons un second exemple ici où nous avons une fonction qui ne retourne aucune valeur. Mais nous avons vu que dès qu'une fonction est marquée avec le async, cela veut dire que le retour sera wrappé dans une promesse de façon implicite. Donc du coup, vu que ici nous ne retournons aucune valeur, donc le retour ici est undefined, sera undefined. Donc l'appel, c'est comme si on faisait promise de rien. Donc promise de rien, ça veut dire promise de undefined. Donc si plus tard nous récupérons la valeur en faisant un then, donc on aura undefined qui sera affiché dans notre console lorsqu'on va exécuter le code. Donc si nous passons au navigateur et que nous procédons à l'exécution du code, donc on voit bien que nous avons undefined dans notre console. Nous avons ici un troisième exemple qui se base sur un retour explicite de promesse. Donc dans ce cas, vu que la valeur de retour est déjà une promesse, donc la valeur ne sera plus wrappée, mais c'est cette promesse qui sera retournée explicitement. Donc si je retourne encore une fois dans mon navigateur et que je procède à l'exécution de ce code, donc on voit que nous avons le code, la valeur test qui est envoyée par cette promesse. Donc nous avons un dernier exemple ici dont l'objectif est de montrer le cas de réjection, lorsque la promesse se termine avec un cas d'erreur. Donc ici, dans notre fonction, nous ne retournons pas une promesse, mais nous procédons juste au déclenchement d'une erreur ici. Mais vu que le async va indiquer à notre interpréteur ou à notre environnement d'exécution qu'il faut wrapper le résultat dans une promesse, nous savons que les promesses, lorsqu'il y a une erreur qui se produit, le résultat, c'est un rejet. Donc ça veut dire implicitement, c'est comme si on faisait ceci, on écrivait ici return, promise, reject et qu'on lui passait l'erreur qui est ici. Donc ça veut dire que l'erreur qui est émise ici, lorsqu'on va procéder à l'exécution de ce code, l'erreur sera capturée et affichée. Donc si je retourne ici dans mon navigateur et que je procède à l'exécution du code, on voit que nous avons l'erreur qui est générée, qui est capturée par notre code pour l'afficher ici. Maintenant que nous avons cerné l'utilisation du mot-clé async, qui nous permet de créer une fonction async, nous allons passer au second mot-clé, qui est le mot-clé await. Donc nous avons ici un bout de code dont l'objectif est de montrer ou d'expliquer l'utilisation du mot-clé await. La première chose à savoir concernant l'utilisation de ce mot-clé, c'est que le mot-clé await ne peut pas être utilisé en dehors d'une fonction qui n'est pas marquée comme async. Donc cela veut dire que l'utilisation que nous faisons du await ici n'est pas bon et déclencherait une erreur vu que ce await n'est pas utilisé à l'intérieur d'une fonction marquée comme async. Pour démontrer cela, je vais juste retourner à mon navigateur et procéder à l'exécution de ce code. Donc je vois ici que le navigateur me dit que j'ai une erreur de syntaxe due à l'utilisation du await et que le await ne peut être utilisé qu'à l'intérieur d'une fonction async qui est valide. Donc cela montre bien que le code que nous avons ici n'est pas bon. Donc ça c'est la première chose à noter concernant l'utilisation du await, c'est-à-dire que ce mot ne peut être utilisé qu'à l'intérieur d'une fonction marquée comme async. Donc je vais juste nettoyer cette partie. Donc pour expliquer l'utilisation de ce mot-clé, nous avons ici trois fonctions dont les deux premières ce sont des retours des promesses qui se terminent par des valeurs, des retours de valeurs. Donc nous avons la première promesse qui se termine par le retour d'un digit, le second d'une chaîne de caractères et nous avons une troisième fonction qui retourne une promesse qui se termine par un rejet, c'est-à-dire une erreur. Donc nous déclarons ensuite une fonction qui est marquée comme async, c'est-à-dire une async function, dans l'objectif ou dans l'intention de pouvoir utiliser à l'intérieur de cette fonction le mot-clé await. Donc le mot-clé await, comme vous pouvez le voir ici, est utilisé pour précéder une promesse ou une fonction qui retourne une promesse afin d'indiquer à l'environnement d'exécution, c'est-à-dire le navigateur ou Node.js, que nous souhaitons mettre en pause l'exécution du code à la ligne contenant le await, comme ici, c'est-à-dire la ligne 7 ici, et cela jusqu'à ce que le statut de la promesse qui est précédée par le await, c'est-à-dire dans notre cas async function, soit résolu, c'est-à-dire que le statut passe à settle. Donc utiliser await comme ça pour précéder une promesse ou une fonction qui retourne une promesse permet d'indiquer
à l'environnement d'exécution ou à l'interpréteur que nous voulons mettre en pause l'exécution de tout ce code, c'est-à-dire les lignes qui viennent après la ligne contenant le await, et cela jusqu'à ce que le résultat de la promesse qui est précédée de ce await soit retourné, c'est-à-dire que cette fonction qui retourne une promesse ici, que son statut passe à settle. Donc une fois que le statut de cette promesse ou de cette fonction retournant une promesse passe à settle, donc le code va continuer son exécution à la ligne suivante, donc telle qu'une exécution synchrone. Donc ceci nous permet d'exécuter un code asynchrone, c'est-à-dire un code basé sur des promesses, mais en donnant l'illusion d'une exécution synchrone ou séquentielle. Donc l'implication de cela, c'est que lorsque la ligne qui est ici, lorsque la promesse ou la fonction qui retourne une promesse, lorsque cette promesse se termine par un résultat de succès, donc le code va continuer son exécution normalement à la ligne suivante et jusqu'à la fin. Mais lorsqu'il y a une erreur qui se produit, ou que la promesse précédée par le await se termine par un échec, c'est-à-dire un reject ou une erreur, cela veut dire que le reste du code ne va plus s'exécuter. Donc il y aura une erreur qui sera générée ici, s'il n'y a aucune capture d'erreur qui est prévue à cet effet. Donc ce qu'il faut noter concernant les erreurs, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo sur les promesses, lorsque nous avons une erreur qui n'est pas catchée ou capturée, donc cela peut bloquer le processus d'exécution du programme. Donc vu que les async await nous offrent une syntaxe qui se rapproche d'une exécution de code synchrone, donc du coup il faut prévoir un try catch pour capturer les erreurs. Donc cela veut dire par exemple que si nous nous référons juste à la ligne que nous avons ici, vu que le async function tree déclenche une erreur ici, lorsque ce code va s'exécuter, d'abord le await va indiquer à notre interpréteur qu'il faut attendre que cette promesse soit résolue. Et lorsque la promesse se termine, dans ce cas, par une erreur, donc l'erreur sera déclenchée. Et vu que nous sommes dans une syntaxe d'exécution synchrone, nous devons capturer cette erreur en utilisant un try catch. Donc le try catch ici va permettre de capturer l'erreur et cela ne va pas bloquer ou arrêter notre processus d'exécution de notre programme. Donc l'erreur sera capturée ici et affichée à l'écran. Et après, l'exécution du code va continuer. Donc on aura notre finish à la fin. Mais si c'est qu'on n'avait pas ce try catch qui couvrait notre promesse et qu'on avait quelque chose qui ressemble un peu à ça, donc ça veut dire qu'arrivé ici, vu qu'une erreur se déclenche ici, et que nous sommes dans un cas de syntaxe d'exécution synchrone, c'est-à-dire les choses se passent comme si c'était séquentiel, donc ça veut dire que tout le code qui est ici ne sera pas exécuté et le programme va s'arrêter. Donc nous allons laisser cela comme ça, faire le test et revenir dans le cas où on ne capture pas l'erreur pour montrer que c'est important de capturer des erreurs lorsqu'on utilise les promesses ou les async await de façon générale. Donc je vais juste enregistrer ceci, donc on va passer à l'exécution de ce code. Donc si nous analysons un peu ce code en se basant sur tout ce que nous avons vu ou dit sur le await, donc ça veut dire que l'interprétation de ce code, donc ça veut dire que d'abord nous aurons, lorsque ce code va s'exécuter, déjà c'est une fonction, donc on appelle cette fonction juste là, pour qu'elle s'exécute. Donc nous voyons ici que nous ne faisons pas de den ou de catch dessus parce que nous n'avons pas besoin des valeurs qui sont émises ou des valeurs ici, mais nous voulons juste exécuter ce code. Donc ça nous permet également d'avoir une exécution comme si c'était une exécution normale ou classique. Donc on ne voit aucun den ou catch ici pour donner l'impression que nous sommes dans un cas d'utilisation de promesses. Donc si nous revenons maintenant au contenu, donc d'abord cette ligne va s'exécuter par l'interpréteur. Donc le await va attendre la fin de l'exécution ou de la complétion de cette promesse qui est retournée ici par la fonction async_one. Donc du coup ici la valeur 100 sera retournée. Lorsque la valeur 100 sera retournée ou que la promesse va terminer son exécution, le code va reprendre son fonctionnement. Donc ici ça veut dire que ceci va nous permettre d'avoir la valeur 100 ici. Donc c'est comme si on écrivait digit égale à 100. Donc suite à cela, on va passer à l'exécution de la ligne suivante, ce qui va nous afficher digit 100. On va continuer l'exécution à cette ligne.
l'interpréteur va trouver le await avec cette promesse, donc va encore attendre la fin de que cette promesse se termine par un rejet ou un succès. La valeur retournée par la promesse sera ensuite retournée par notre interpréteur ici. Donc tout ceci sera remplacé par la valeur Toto qui sera affectée dans le name. Cette valeur sera ensuite affichée ici avec le hello Toto. On continue l'exécution. Arrivé là, il y a l'erreur qui va se déclencher ici parce qu'on attend également la fin de l'exécution de la résolution de cette promesse. Et ceci se termine par un rejet ou une erreur. Donc du coup, on aura une erreur ici qui sera déclenchée. Donc c'est comme si on avait un throw erreur ici. Mais vu que nous avons un try catch qui couvre l'erreur en question, donc ça veut dire que l'erreur sera catchée ici et affichée à l'écran. Ensuite, nous aurons cette ligne qui va s'exécuter. Donc le but ici, c'est de prouver que nous pouvons utiliser le await devant une promesse ou devant une fonction qui retourne une promesse. Donc l'essentiel, c'est de l'utiliser devant une fonction qui retourne une promesse. Donc ici, l'interpréteur va attendre que ceci soit résolu, mais ce sera résolu automatiquement. Donc on aura le finish, mais ici on n'a pas de console log ou quoi que ce soit. Donc ceci ne sera pas affiché à l'écran, mais sera simplement retourné. Donc nous allons exécuter le code et voir ce que ça donne. Donc on voit bien que nous avons notre digit qui est récupéré premièrement comme nous l'avons imaginé ici. Donc nous avons hello suivi du Toto et enfin notre erreur qui est affichée. Donc là on voit que nous n'avons pas, vu que nous capturons nous-mêmes l'erreur, tout se passe bien. Mais supposons maintenant que nous enlevons le try catch ou que nous faisons sortir le code là du try catch. Donc ce que je voulais dire par là, vu que nous sommes dans une exécution avec une syntaxe synchrone, l'interprétation derrière c'est que ici il y a une erreur qui va se déclencher. Mais vu que cette erreur n'est pas capturée, donc du coup on aura une erreur. Donc si je mets par exemple ici un console log par exemple, et que je mets ici finish comme ça, on va voir que le programme ne va pas s'exécuter. L'exécution du programme va s'arrêter ici parce qu'il y a une erreur qui a été déclenchée qui n'a pas été capturée. Donc si je retourne dans mon navigateur, que j'actualise ma page, donc je vois que l'exécution se fait normalement jusque là. Et là, il y a une erreur qui est déclenchée à cette ligne qui produit l'erreur que nous avons ici. Donc on dit ici que nous avons une erreur qui n'est pas capturée. On catch in promise error. Donc ça c'est le navigateur ou l'environnement d'exécution qui nous indique cela. Donc si j'étais par exemple sur un environnement d'exécution serveur, ça veut dire que le serveur va s'arrêter ou le processus de mon programme va s'arrêter et les utilisateurs ou les requêtes que les utilisateurs vont faire, le serveur ne va plus répondre à ces requêtes parce que mon processus s'est arrêté. Donc c'est pourquoi il est important de toujours capturer les erreurs lorsqu'on fait du JavaScript, de les traiter convenablement. Donc là, si je remets le code ici et que je mets maintenant, je réinsère mon await à l'intérieur du catch ici. Donc malgré que j'ai une erreur qui va se déclencher ici, l'erreur sera capturée par mon try catch, ce qui permet quand même de continuer l'exécution du code après et de tomber sur mon finish. Donc on va réexécuter le code. Donc là on va voir que même si l'erreur se produit, vu que l'erreur a été capturée, le code continue après son exécution normalement, ce qui nous permet l'affichage du finish que nous avons ici. Donc c'est de cette façon qu'on peut combiner le async et le await pour avoir un code qui s'exécute de façon asynchrone, mais dont la syntaxe s'apparente à un code qui s'exécute de façon synchrone. Donc on peut comprendre facilement l'exécution de ce code juste en lisant le code ligne par ligne ou de façon séquentielle. Donc on peut même raisonner dessus de façon séquentielle, vu que c'est ce que le async await nous apporte. Donc cela nous donne l'illusion d'une exécution synchrone. Toujours dans l'optique de mieux comprendre l'utilisation du async await et de voir son intérêt,
Nous allons voir un second exemple. Donc nous avons ici une fonction, supposons que nous avons ici une fonction sleep. Donc la fonction sleep, qu'est-ce qu'elle permet de faire? C'est juste qu'elle retourne une promesse qui se résout après un certain temps, qui lui est passé ici en tant que paramètre. Donc si je fais l'intérêt de cette fonction, c'est que si je fais sleep et que je lui passe la valeur 1, donc ça veut dire que cela va nous retourner une promesse qui va se résoudre après 1 seconde. Donc si je lui passe 3, ça veut dire que cela va retourner une promesse qui va se résoudre après 3 secondes, etc. Donc on s'aide juste de la fonction setTimeout ici pour pouvoir réaliser cela. Donc nous avons également une seconde fonction qui va nous permettre d'afficher la date et l'heure actuelle dans la console. Donc l'idée, c'est qu'on affiche dans un premier temps l'heure actuelle, on attend 3 secondes, on affiche encore l'heure, on attend 2 secondes, on affiche encore l'heure, on termine le programme. Donc pour réaliser cela, on peut utiliser ce code qui est facile à comprendre lorsqu'on utilise le async await. Donc on crée juste une fonction async parce qu'on veut utiliser le await, donc du coup on est obligé de passer par une fonction qui est marquée comme async. Donc à l'intérieur de cette fonction, on fait appel d'abord à notre showDate qui va nous afficher la date actuelle. On appelle la fonction sleep. Vu que cette fonction retourne une promesse qui va se résoudre après 3 secondes, on utilise le await pour pouvoir dire à notre interpréteur, attends ici jusqu'à ce que ce code soit exécuté ou que la promesse soit résolue et après continue ton exécution. Donc ça veut dire que le code ici va s'arrêter. Après 3 secondes, cela va continuer son exécution et nous afficher la nouvelle date. Ensuite, le programme va trouver encore un await ici, il va mettre encore le programme en pause pendant un moment, 2 secondes ici, et enfin nous afficher la date finale. Donc pour exécuter le code, on procède à la fin à l'exécution, à l'appel de la fonction ici. Donc nous allons exécuter cela et voir à quoi cela ressemble. Mais déjà, si on raisonne en termes de syntaxe ici, on voit que ce code est facile à comprendre et on raisonne ici de façon séquentielle selon l'ordre d'apparition des instructions. Et ceci est plus facile à comprendre comparé à l'utilisation des then ou des callbacks comme nous l'avons fait dans les vidéos précédentes. Donc du coup, je retourne ici dans mon navigateur. J'actualise ma page, donc on voit que l'heure actuelle c'est midi 3:55, ensuite nous avons midi 3:58, c'est-à-dire après 3 secondes, et nous avons après 2 secondes, nous avons midi 4 qui est affiché ici. Donc l'objectif ici c'est juste de montrer que nous pouvons maintenant raisonner en termes de code avec une syntaxe syncode en utilisant les async await. Encore une fois, pour voir l'intérêt de l'utilisation des async await, vous pouvez essayer d'écrire ce code en utilisant les promesses pour voir la différence entre ces deux codes. Donc voici le même code qui est réécrit en utilisant cette fois-ci les promesses. Donc vous conviendrez avec moi que pour pouvoir comprendre le code, il faut suivre ici l'enchaînement des then et savoir qu'il faut en premier résoudre ce premier code, à l'intérieur de faire l'affichage, de procéder encore au lancement du timer, d'attendre avant d'afficher le résultat. Donc juste pour tester cela, que le code fonctionne quand même bien. Donc j'ai l'heure qui est midi 6 de midi 6 après midi 5, 6, 5 après 3 secondes et enfin après 2 secondes. Donc le code marche bien, mais vous verrez la différence avec l'ancien code qui est plus simple à lire et à comprendre. Donc nous avons les deux codes qui sont là. Avec toutes ces informations que nous avons sur les async await, nous pouvons maintenant reprendre notre sujet initial de la vidéo qui consistait à récupérer deux nombres aléatoires depuis deux serveurs et à les utiliser pour générer un identifiant. Donc pour un rappel ou un refresh rapide, donc nous avons ici le code qui se base sur l'utilisation des promesses pour résoudre le problème. Donc nous allons réécrire ce code en utilisant les async await et nous verrons la différence dans l'écriture ou dans la compréhension du code. Donc je vais juste mettre en commentaire tout ceci, juste pour le garder ici en tant que référence. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est de réécrire la nouvelle fonction
en utilisant, ou de résoudre le problème en utilisant cette fois-ci le async await. Donc je vais garder le même nom de fonction. Donc je fais ceci. Donc la première chose déjà à faire, c'est de marquer la fonction que nous sommes en train de déclarer en tant que async pour pouvoir utiliser le mot-clé await à l'intérieur. Donc ensuite, on nous demande de faire appel au fait char index pour récupérer l'index du caractère que nous voulons dans l'alphabet. Donc du coup, je vais juste faire ici appel à la fonction en question. Donc je fais ici un await. Donc ceci me permet de récupérer l'index du caractère. Donc je fais char index comme ça. Donc ceci permet d'indiquer à l'interpréteur, attends, récupère cette valeur avant de continuer, du premier serveur avant de continuer l'exécution. Donc suite à cela, nous allons maintenant utiliser cette valeur pour récupérer, comme nous l'avons fait, le caractère en question. Donc on peut simplement copier ça. Ensuite, nous allons faire appel au second serveur. Donc, pour faire l'appel au second serveur, on utilise le fetch digits. Donc là, pareil. Donc, je vais affecter ça dans une variable que je vais nommer par exemple digits. Donc, je fais également un await ici. Et après, je vais procéder à la concaténation des valeurs. Donc, je fais ici le résultat. Donc, je peux même copier directement le code que j'ai ici. Donc dans notre cas, l'idée c'est d'afficher la valeur ici. C'est d'afficher le résultat lorsqu'il n'y a pas d'erreur et de capturer l'erreur lorsqu'il y en a. Donc du coup ici, la fonction retourne une valeur. Donc je peux continuer par utiliser normalement ma fonction ici. Donc je peux réutiliser ce code. Parce que nous avons vu que les fonctions async retournent des promesses. Donc ça veut dire que la valeur qui sera retournée ici sera le résultat issu de ces calculs. Une dernière chose ici, nous n'avons pas géré les cas d'erreur. Or, potentiellement, une des fonctions, lors de l'appel des serveurs, potentiellement, il peut y avoir une erreur. Donc, ce qui est important ici, généralement, le pattern, c'est de toujours wrapper, lorsqu'on utilise des promesses de cette façon, donc c'est de toujours wrapper le code à l'intérieur d'un try-catch. Et ici, ça nous permet de capturer l'erreur. Donc ici, après la capture de l'erreur, je vais juste faire un throw, c'est-à-dire que je vais remettre l'erreur telle qu'elle pour qu'elle soit capturée de l'extérieur par le code que nous avons ici. Donc, nous allons retourner à notre navigateur, exécuter le code et voir si tout marche. Donc j'exécute le code, après 3 ou 5 secondes, je dois voir mon nombre si tout se passe bien. Donc on voit que le code marche bien comme avant. Donc j'exécute de nouveau, en espérant qu'il y ait une erreur qui se produit, comme ça l'erreur sera capturée. Donc voilà, on voit qu'il y a une erreur qui s'est produite, qui a été capturée, qui a été par la suite affichée dans la console ici, avec le error que nous avons là. Donc voilà, nous sommes passés d'un code qui se basait sur l'utilisation des promesses que nous avons ici à un code qui se base sur l'utilisation des async await en utilisant une syntaxe qui s'apparente à un code synchrone et qui est plus facile à comprendre que le code qui est ici où nous devons nous-mêmes prendre le temps de comprendre la combinaison des den pour mieux comprendre le code. Avant de terminer cette vidéo, je pense qu'il est important de parler de la distinction en JavaScript entre async function, en français fonction async, et asynchronous function, en français fonction asynchrone. Une fonction asynchrone en JavaScript ou asynchronous function
est une fonction qui s'exécute de manière asynchrone. Et à titre d'exemple, nous avons les fonctions basées sur les callbacks et les promesses. Mais une fonction async est une fonction qui est définie en utilisant le mot-clé async. Et c'est une fonction asynchrone, mais qui repose sur les promesses. Concernant l'essentiel à retenir pour cette vidéo, je dirais que l'utilisation des async await permet d'améliorer la syntaxe d'écriture du code asynchrone en JavaScript. Et cela en utilisant une structure de code semblable à celle du code synchrone. Aussi, pour utiliser du await dans une fonction, il faut faire précéder le nom de la fonction du mot-clé async lors de sa création. L'autre chose aussi à savoir, c'est que les fonctions async retournent toujours des promesses. L'autre facteur à prendre en compte lors de l'utilisation, que ce soit des promesses ou du async await, est la gestion d'erreurs. Pour éviter des surprises désagréables, il faut toujours gérer convenablement les erreurs. Et dans le cas du async await, il faut juste encapsuler l'utilisation des awaits à l'intérieur de try catch. Et ceci nous amène à la fin de cette vidéo sur les async await. Dans la prochaine vidéo de cette sous-partie sur la programmation synchrone, nous aborderons les événements, c'est-à-dire les events, et comment ils permettent d'avoir un code asynchrone et réactif. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.